Si vous vous lancez dans le trading algorithmique, vous avez sûrement fait comme moi au début, vous avez backtesté des milliers de stratégies, vous avez choisi la meilleure et vous l'avez lancée en live et la performance elle n'a pas été exceptionnelle. J'espère que vous n'avez pas trop perdu d'argent aussi au passage. Et le problème avec ça, c'est pas la stratégie, c'est pas le marché, c'est pas le trading, c'est la façon dont on l'a testé et dont on l'a choisi. Et c'est un peu ce que font d'ailleurs beaucoup de gens sur YouTube ou des vendeurs de bots ou de robots de trading qui vous montrent des super backtests, voilà ma stratégie elle est géniale, elle marche, et après en live ça se passe jamais comme il faut, et c'est la faute du marché ou de n'importe qui, mais pas du process. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut générer des stratégies géniales, c'est à la portée de tout le monde, c'est ultra simple, on va voir pourquoi justement si c'est à la portée de tout le monde c'est peut-être pas forcément la bonne méthode, et pour ça on va suivre un petit plan. On verra pourquoi ça marche à tous les coups en apparence et pas en live. Comment on peut repérer l'arnaque, que ça soit une arnaque en fait entre vous-même, hein, vous vous biaisez tout seul et c'est gênant pour vos comptes, ou que ça soit un tiers extérieur qui nous ment un peu sur les données. Et surtout, on verra comment s'en protéger, pareil vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis de personnes extérieures. On commence avec le notebook que vous avez en description comme d'habitude. Là, j'ai pris un exemple sur le Bitcoin en H4 pour cette stratégie. On a une petite fonction qui télécharge et qui sauvegarde des données en local si vous voulez le rejouer de votre côté. Après, on va séparer donc notre jeu de données en deux. Une partie en bleu qu'on va appeler une période d'entraînement et la partie rouge de test. Ça va être pour reproduire la vraie vie, donc c'est-à-dire qu'on va utiliser uniquement la partie bleue d'entraînement pour le backtest. Et une fois après, on prendra la meilleure stratégie de backtest et on la testera une seule fois sur la partie de test. Donc ça reproduit la vraie vie comme si vous étiez ici, vous avez uniquement ces données-là, vous entraînez votre modèle et qu'est-ce qui va se passer en live après, dans les mois d'après. Voilà, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et pour ça, j'ai choisi une stratégie simple que vous connaissez tous, juste un croisement de moyenne mobile avec une moyenne mobile rapide, une qui est plus lente. On va acheter quand la moyenne mobile rapide va croiser au-dessus de la moyenne mobile qui est plus lente et on va sortir ou quand il y a un croisement inverse ou un TP ou un stop touché. Donc stratégie simple, il n'y a pas de risque énorme d'overfitting ici parce qu'on n'a pas 100 paramètres ou des réseaux de neurones ou des choses hyper complexes. Donc cette stratégie-là, on va utiliser deux méthodes pour la backtester. La première méthode, je l'ai appelée grande grille, c'est qu'en fait on va tester 100 000 combinaisons, 100 000 backtests en faisant varier tous ces paramètres. Donc par exemple, la fenêtre de la moyenne mobile rapide de 10 à 100, celle qui est plus longue de 100 à 1000, et pareil pour les TP et les stops, de 5 à 50% avec des petits pas. Donc tous ces paramètres, en gros, ça va nous donner à peu près 100 000 combinaisons, donc nos 100 000 backtests. Et après, on fera une autre étude sur une petite grille avec 35-36 combinaisons pour voir la différence. Donc là, j'ai lancé, ça prend 3 minutes et un peu de RAM. Moi, je crois que j'ai 24 Go là sur cette machine. Donc si vous le lancez, ça peut prendre du temps et un peu de RAM. Donc là, on a lancé en gros nos 100 000 backtests avec toutes les variations de paramètres pour nos moyennes mobiles et nos stops et take profit. Donc là, ce que ça nous trouve, c'est un Sharpe ratio de 2.11, un total return, donc 500% avec 25% de drawdown max. Donc c'est génial, hein, moi je signe tout de suite pour cette stratégie. Et du coup, maintenant, on va passer au moment de vérité. Donc on va tester sur la partie out of sample, la partie de test ici, pour voir si finalement notre stratégie qui a eu un Sharpe ratio donc, de 2.11 sur cette partie-là, est-ce que finalement elle performe aussi bien ici ? Normalement, elle est censée, parce que c'est du long only, donc un peu suivi de tendance, et qu'ici on a quand même deux jambes haussières, c'est pas comme si on était en marché baissier, donc on serait quand même censé avoir une performance positive. Donc maintenant, on la teste, la meilleure config, donc qui était une moyenne mobile rapide à 42 périodes versus une plus lente à 420 périodes. Et en fait, en out of sample, en test, on voit que finalement, on a plus de 2.11, on est à un Sharpe ratio négatif, donc on perd de l'argent. On ne peut pas comparer les deux parce que la période n'est pas la même. Mais si on regarde le comportement, on voit que sur la période d'entraînement, notre meilleure stratégie, elle est assez exceptionnelle, hein, tout se passe bien, comme tout ce qu'on voit sur YouTube ou chez les vendeurs. Mais en fait, une fois qu'on est dans des données qui n'ont jamais été vues par la stratégie, en fait, on voit que malgré qu'il y ait une tendance plutôt haussière et que le marché monte, en fait, on baisse et on perd même de l'argent, alors que normalement, ça aurait dû continuer à monter vu la tendance de la période de test. Donc maintenant, on va voir ce qui se passe si on fait la même chose, sauf qu'au lieu de tester 100 000 combinaisons, on en teste plus que 36. Donc là, c'est la même stratégie avec notre croisement de moyenne mobile.
Sauf que là, bah, finalement, la moyenne mobile rapide, on va tester que la fenêtre 20 et 50. Et la moyenne mobile plus lente, 200, 500 et 1000. Donc j'ai gardé les mêmes ranges, mais on a juste pris 2-3 valeurs au pif. Et on n'a pas testé toutes les valeurs qu'il y avait au milieu. Donc ça nous donne à peu près 36 combinaisons au lieu de 100 000. Donc là, on va relancer les backtests. Là, ça sera plus rapide forcément. Et on voit que donc, sur la partie d'entraînement, la partie bleue, on est à 1,47 de Sharp ratio. Donc c'est beaucoup moins bien que la précédente. On a un drawdown qui est 2 fois plus important. Là, tout à l'heure, on avait 25. Là, on est à 47. Même si le return reste toujours OK. Et donc, après, si on compare avec la partie de test, les données qui n'ont jamais été vues, les out of sample, ici, on voit que finalement, le Sharp ratio, déjà, il est positif et il est à 0,73. Et il tient, et on voit aussi que la stratégie est positive, donc elle fait 33% sur la période de test, alors que tout à l'heure on était à moins 20 je crois. Donc si on compare les deux, sur cette ligne-là, on a la stratégie grande grille où on avait nos 100 000 backtests, nos 100 000 tests, et en dessus la petite grille avec nos 36 tests. Donc ce qu'on voit, c'est que sur la partie d'entraînement en bleu, celle sur la grande grille est meilleure, on a moins de drawdown sur cette partie-là. On va dire que le return final est à peu près le même, mais celle-ci a quand même moins de drawdown et donc un meilleur Sharp ratio aussi. Et une fois qu'on passe en rouge là, sur la partie données de test qui n'a pas été vue lors de l'optimisation et des backtests, on s'aperçoit qu'en fait, celle qui était géniale ici, là, elle fait rien et même elle est en négatif. Alors que l'autre stratégie, finalement, elle a généré, je sais plus combien c'était, 33%. Et ce qui était attendu, vu que le marché était plutôt haussier, donc ce type de stratégie devrait avoir un rendement plutôt haussier. Donc là, ce que ça nous montre, finalement, c'est que au plus on a optimisé, on a pris nos 100 000 backtests, et au plus le résultat final était nul. Alors que là, on a fait 36 combinaisons un peu au pif, avec quelques paramètres, et en fait, le résultat est plus robuste. Donc si on compare donc, nos Sharp ratios, on voit que sur la grande grille, on a une dégradation quand même, on passe de 2.11 à 0.38 alors que sur l'autre on était 1.48 et là on est à 0.74. Donc on ne peut pas comparer pile poil parce que c'est pas les mêmes périodes de marché, etc. Mais ça vous donne une idée du niveau de dégradation qu'on peut atteindre. Au plus on va lancer de backtest, au plus les chances que ça continue avec la meilleure performance dans le futur sont assez faibles, comme on l'a vu avec cet exemple. Et pour ça, en fait, il va falloir regarder pas juste le meilleur, mais vraiment en fait la distribution donc, des Sharp ratios sur nos 100 000 tests par exemple, c'est ce que j'ai affiché ici. On peut voir que finalement en fait des Sharp ratios au-dessus de 2, il y a deux stratégies. Là c'est la meilleure, c'est celle qu'on a testée, et que la majorité des résultats finalement elle est plutôt centrée autour de 1. Vous voyez, on a finalement que 41% des stratégies qui sont au-dessus de 1, 2% des stratégies au-dessus de 1,5, et au-dessus de 2, c'est un peu du bruit quoi. Il y a peu de chances qu'on puisse avoir ça dans le futur, on sera plutôt ici. Et le problème, c'est que nous, on a choisi cette stratégie-là qui était un extrême, en fait, sorti de nulle part. Et c'était pas dans la distribution avec la majeure partie des stratégies. Donc, ça veut dire que si le marché bouge un tout petit peu, nos deux, là, peut-être qu'on va finir ici, ou peut-être ici, ou en fait, on sait pas. Donc, si je compare maintenant la distribution des Sharp ratios avec les deux grilles, donc ça c'était nos 100 000 backtests, ici nos 36, là j'ai mis stratégie mais c'est 36 backtests, on voit que finalement ici on a choisi le meilleur, il était là à 1,5, mais on est assez proche de la distribution qui était juste ici. Là sur la grande grille on a pris ce truc là, mais en fait ce qui est complètement perdu et qui est pas du tout dans la distribution, donc c'est vraiment de la chance. Et c'est là que je veux vraiment appuyer le truc, c'est pas une stratégie rentable, c'était du bruit. Et si on lance ça après en live, on l'a vu ici, c'était génial, on a été rassuré par le backtest, c'est super, mais bon, en live, on a perdu de l'argent et en plus on sait pas pourquoi, parce que ça marchait bien en backtest. Et c'est là que c'est difficile à comprendre, tant qu'on sait pas un peu creuser la tête dans ce genre de problème. Et pour finir, dans la partie pratique, donc on va prendre cette meilleure stratégie qui était censée marcher et nous rendre riches, et on va regarder la sensibilité. Donc c'est-à-dire que pour ces meilleurs paramètres, on va venir faire bouger un petit peu de quelques pourcents, chaque paramètre un par un, donc sa période rapide et moyenne sur la moyenne mobile, un peu les TP, un peu les stop loss, et on va voir si finalement ce Sharp ratio de 2 il tient, ou est-ce qu'il s'effondre dès qu'on bouge un petit peu quelque chose, quoi. Donc c'est ce que j'ai fait là, j'ai fait varier de plus ou moins 10%
les meilleurs paramètres. Donc au début, on avait la moyenne mobile rapide qui était à 42, la plus lente à 420, TP 26, SL 5%. Donc tous ces paramètres, on va les faire bouger un peu, donc de moins à plus en pourcent, donc jusqu'à 10. Et on va voir comment se comporte le Sharp ratio. Donc la moyenne mobile rapide, elle, qu'on fasse bouger de plus ou moins 10, on varie de 2.1 à 1.8. Bon, ça peut paraître assez faible, mais en pourcentage, c'est quand même assez important. Et un peu pareil pour les autres paramètres, mais celui qui nous intéresse surtout, c'est au niveau de la moyenne mobile qui est la plus lente, la plus longue. On voit que finalement, le Sharp ratio de 2.1, il est vraiment sur la valeur 420, et qu'en fait, dès qu'on bouge un petit peu, donc de 2 à 5%, vous voyez, d'un coup, on tombe à 1.5, 1.6. Donc là, il y a quand même une grosse différence. Et là, j'ai fait bouger les paramètres un par un. Si on s'amuse après à tous les faire bouger entre eux, vous voyez, ce genre de pic, ça va être encore pire. Et ça nous montre qu'en fait, cette valeur-là, c'est juste de la chance, c'est du bruit. Et que si on oscille un peu autour, on perd complètement cette performance. Donc ça, c'est un test aussi que je vous invite à faire sur vos stratégies. Une fois que vous avez optimisé avec peu de combinaisons, il faut tester la sensibilité de votre stratégie, voir, parce que le futur sera, comme on dit souvent, il rime avec le passé, mais c'est jamais exact. Donc ça veut dire qu'il faut que si demain, votre paramètre finalement optimal, c'est plus cette valeur-là, mais c'est 2.5 ou 2.5 en dessous, il faut arriver à tenir votre performance et qu'elle ne s'effondre pas d'un coup. Sinon, le système il est complètement instable. Et dans le futur, vous n'avez aucune chance de réussir, vu que les marchés bougent et changent. Il faut quelque chose de robuste, pas le plus performant, mais juste de robuste, en fait, pour survivre, quoi. Et donc tout ça, c'est uniquement, ça s'appelle, c'est le problème des tests multiples. C'est, si on prend un exemple simple avec un dé, si vous lancez un seul dé, vous avez à peu près 16% de chance d'obtenir un 6. Mais par contre, si vous lancez 100 dés, ou même 1000 dés ou 100 000 dés, vous êtes quasiment sûr de faire un 6. Et finalement, nous, c'est un peu ce qu'on fait avec nos 100 000 backtests. Hein. Vous lancez 100 000, il y en a forcément 1, 2 ou 3 qui vont être géniaux, mais c'est du hasard, c'est du bruit, et c'est pas de la performance ou un edge que vous auriez trouvé. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, qu'en fait, au plus on va lancer de tests, au plus on va tester quelque chose, au plus on va finalement trouver quelque chose par pur hasard ou du bruit. Et on pourrait se demander... Ça paraît assez simple quand je le dis, même moi des fois je me demande comment j'ai pu faire ça au début, mais en fait il y a beaucoup plus d'implications que ça dans le data snooping, qui est le fait de faire nos tests multiples et de choisir le meilleur, juste comme ça. Le problème numéro 1, déjà ça va être l'ignorance du problème. Si on n'a pas conscience de ça, on fait comme tout le monde là, sur YouTube ou quand on débute, et c'est ok quand on débute, mais après il faut se poser la question, ok mais en fait... Si à chaque fois je prends le meilleur de mes 100 000 tests et que ça marche jamais, peut-être qu'il y a un problème. Si tout le monde peut le faire en 5 minutes, il suffit de demander à ChatGPT ou Claude de me générer un moteur de backtest, quelle est la plus-value et en fait pourquoi ça marcherait si tout le monde peut le faire. En 2, on va avoir le biais de confirmation. Moi j'ai envie que ça marche, donc finalement je vais garder les meilleurs paramètres, je vais pas avoir envie de voir tous les autres qui ne fonctionnent pas parce que je veux que ça marche, je veux gagner de l'argent, je veux avoir mon poste, enfin peu importe vos motivations. Et en 3, je mettrai aussi les conflits d'intérêts. On va avoir tous nos vendeurs de formation à Dubaï ou pas qu'à Dubaï qui vont nous dire voilà, ma stratégie fait X centaines de pourcents par an ou le dernier mois. Mais ils vont surtout, dans le backtest, pas nous mentionner le nombre de backtests qui a été fait. Parce que vous l'avez vu dans notre exemple, le super backtest de 2. Aujourd'hui, après cette vidéo, si je vous dis que j'ai fait 100 000 backtests pour trouver ça, vous allez être plus suspicieux et me dire ouais bon c'est 2 mais t'as fait 100 000 backtests avant, ça vaut rien ton truc. Alors que si je vous dis que j'ai un Sharp ratio de 2 et que j'ai fait 10 tests, là vous êtes ça peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant et il y a moins de chances que ça soit de la chance. Voilà. Donc voilà, les vendeurs de robots, de bots, etc. Eux ils ont intérêt à ce que vous achetiez leurs produits, leurs bots là, sur MetaTrader et compagnie. Ils vont vous montrer que des backtests géniaux, ils vont pas vous montrer des choses qui marchent pas ou le reste de la distribution qui était nul quoi. Ou encore plus subtil, il y en a, ils vont lancer, 50 comptes de trading en live, et après ils montrent un des comptes, celui qui a fonctionné, quoi. Et on peut retrouver la même chose aussi chez certains fonds d'investissement qui publient les performances ou qui parlent d'un de leurs fonds. Souvent, ils ont plusieurs stratégies ou plusieurs fonds, et ils ferment ou ils oublient un peu ceux qui ont sous-performé, quoi. Et pour finir, même les scientifiques et des gens brillants peuvent tomber dans ce piège-là, parce que dans le milieu académique chercheur, vous pouvez avoir une certaine pression à publier, ou par votre entreprise ou par le cursus scolaire
ou académique dans lequel vous êtes. Et même si vous savez tout ça, une fois dans votre process de recherche qui peut être beaucoup plus complexe que nos petites règles là dans le backtest, vous pouvez vite oublier tout ça. Donc ça peut arriver, et ça arrive beaucoup dans la médecine, en fait dans tous les domaines scientifiques. Vous pouvez regarder le mot p-hacking, c'est pas réservé au trading, et même des gens hyper intelligents tombent dans ce piège-là, donc faut pas sous-estimer. Donc pour conclure, on a vu que notre façon de trouver la meilleure stratégie d'optimiser une stratégie avec les backtests, au plus on fait de backtest, au moins il y a de chances que le résultat soit significatif et qu'il marche dans le futur. Donc ce qui est l'inverse de ce qu'on peut voir malheureusement la plupart du temps sur Internet. Donc nous, on avait une grande grille avec 100 000 backtests, une plus petite avec 36, et on a vu que la plus grande, elle avait un super Sharpe ratio, mais que après sur les vraies données de la vraie vie en out of sample, on était en négatif, alors que la stratégie avec seulement 36 combinaisons, elle avait continué à garder de la performance et un Sharpe ratio positif. Donc avec une dégradation 2 fois supérieure. Donc, il faut vraiment, à chaque fois, dès que vous voyez un backtest, que ce soit le vôtre ou celui de quelqu'un, avoir le nombre d'essais qui a été réalisé avec. Sinon, si vous ne savez pas combien de backtests ont été faits avant, le résultat, il est caduque, et j'ai envie de dire, soit 99% de ce qu'on peut voir sur le net. Et vous avez d'ailleurs cet article-là, Pseudo-Mathematics and Financial Charlatanism, qui explique vraiment que même en fait dans des articles scientifiques académiques, on peut retrouver ce genre d'erreur ou d'oubli du nombre de backtests, et que c'est inadmissible d'un point de vue purement scientifique, statistique, académique, et ce qui est vrai aussi. Donc une fois qu'on a vu tout ça, vous allez me dire, t'es bien gentil, mais qu'est-ce qu'on fait quoi et comment on fait du coup Pour éviter ça, il va y avoir plusieurs solutions. La première, ça va être de limiter le nombre de combinaisons testées, comme on a vu. Si vous avez besoin de tester 1 million de combinaisons, c'est qu'il y a un problème dès le début, parce que vous n'avez aucune idée de ce que vous cherchez. Et si vous ne savez pas ce que vous cherchez, là vous allez direct dans la case aléatoire bruit. Et il faut vraiment d'abord avoir une réalité économique, quelque chose que vous voulez modéliser, comme quelque chose qui est reconnu comme le momentum. Qu'est-ce que vous cherchez? Avec quels paramètres vous allez mesurer le momentum? Regardez la corrélation par exemple de votre signal avec le marché, regardez s'il y a une certaine corrélation ou si votre signal c'est du bruit. Tout ce genre de choses avant pour regarder déjà votre stratégie, sur quoi elle est basée, sur quoi elle fonctionne, pourquoi elle fonctionnerait et pourquoi elle ne fonctionnerait pas. Donc ça va déjà largement vous réduire le nombre de combinaisons. Et après, ne testez pas chaque intervalle un par un, sinon on retombe dans la case de notre grande grille. Ensuite, il va falloir regarder la distribution quand vous faites 100 backtest par exemple. Regardez que le meilleur, c'est pas juste un cas isolé et que le reste, tout est à moins 0,5 et que vous avez un truc à 2. Il faut que la distribution soit quand même assez proche du meilleur, sinon c'était vraiment du bruit. Ensuite, j'ai mis tracer le nombre de tests que vous faites, ça c'est facile si on a juste un backtest, mais si vous commencez à faire de la recherche, vous avez plusieurs notebooks, vous éparpillez, on peut vite perdre le compte de combien de fois on a testé finalement notre stratégie. Toujours valider avec la stratégie out of sample, c'est ce qu'on a vu au début, donc c'est toujours séparer votre jeu de données avec une partie d'entraînement, une partie de test, pour reproduire un peu la vraie vie, voir est-ce que cette stratégie-là est robuste ou pas. Ensuite, hypothèse économique avant de tester, ça j'en ai parlé, et il va falloir tester la sensibilité aux paramètres. Quand vous avez sélectionné votre meilleur jeu de paramètres pour votre stratégie, il faut que vous fassiez varier 5, 10, 15% chaque paramètre pour voir si la performance de votre stratégie s'effondre ou si finalement elle est à peu près stable. Et ça va être vraiment un test hyper important, parce que si la moindre variation de paramètres, vous passez d'un Sharpe ratio de 2 à 1 ou 0 ou voire négatif, c'est qu'il y a un problème dans votre stratégie, et en live ça marchera pas. Moi je ne serais pas confiant à mettre ce genre de stratégie en production. Donc. Et pour finir, j'en ai pas parlé dans ce notebook parce que ça doit être un sujet à part entière, qui est plus statistique, pour rentrer un peu plus dans les détails, qui va être de corriger finalement le Sharpe ratio qu'on a en fonction du nombre de tests qu'on fait et d'autres paramètres. Pour ça, on a des gens très bien comme Lopez de Prado, je vous ai mis un article ici, qui eux ont un calcul du Sharpe ratio basé sur plusieurs facteurs qui va venir diminuer en fonction du nombre de tests et d'autres statistiques ce Sharpe ratio pour éviter... par exemple, dans notre cas où on a eu 2, peut-être qu'avec leur Sharpe ratio, on aurait eu, moins 5, ou une probabilité en tout cas que ce Sharpe ratio soit vrai de 0, quoi.
Donc voilà, s'il y a vraiment un conseil à retenir, c'est de ne plus faire 100 000 backtests, ou 1 million de backtests, ou je ne sais combien de backtests sans se poser la question, et de juste chercher du bruit comme ça, et de se dire qu'avec juste un backtest, on va trouver un edge ou un alpha. Ça marche pas comme ça. Le backtest, c'est fait pour valider à la fin, et c'est pas fait pour la recherche, comme le dit Lopez de Prado. Et voilà, faites attention aussi à tous les vendeurs, etc., qui sont là pour vendre du rêve. Maintenant, vous avez plus le droit de vous faire avoir. Si on vous présente des résultats à un backtest et qu'on vous dit pas combien de tests ou d'essais ont été faits pour arriver à ce résultat, bah vous savez que c'est du bullshit, quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez que je rentre plus dans le détail statistique ou si c'est très bien comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Ça m'aide à jauger le niveau pour la vidéo, pour que ça reste digeste et compréhensible. Et en attendant, je vous souhaite un bon trading à tous.